Un matador, si tu veux, c'est un engin qui est comme ça, avec une lame de métal comme ça. Donc, lorsque tu percutes, tu envoies la lame qui sort. Donc, il va falloir que tu vises le front. Imagine, tu es une vache. Tu pas comme ça à attendre, hein. Tu bouges et tout. Donc, souvent, les animaux, on les rate. Tu vois, donc, ils vont devenir inconscients. Mais voilà, les poulets aussi, tu vas les passer dans un bain électrifié pour qu'ils soient inconscients. Et moi, je les ai vus. Souvent déjà, donc tu les pends les pattes, si tu veux, donc la tête en bas, puis le poulet, il va passer dans le bain, et ben, tu vas en avoir peut-être un sur 3 ou un sur 5, peu importe, et tu en as qui relèvent la tête. Donc ils sont zigouillés vivants. Puis les animaux se voient, les moutons quand ils sont abattus, ils sont sur une chaîne, voilà, ils agonisent, ils se voient, ils se rendent compte, tu vois, de la mort. D'ailleurs, l'abattage rituel n'est plus du tout rituel. J'en parlais avec des musulmans aussi, et il n'y a plus rien de rituel. Beaucoup de musulmans qui nous regardent justement. Ouais. Et c'est une vraie problématique. Je comprends en fait l'abattage rituel tel qu'il est dans les écrits. Je dirais il est respectueux par rapport à l'animal. C'est vrai que ça peut choquer parce que tu tues un animal, mais l'animal doit accepter la mort. C'est-à-dire il doit être isolé, il doit fermer les yeux, se coucher. Enfin, il y a l'âme qui passe. Voilà, il accepte la mort pour s'élever à un stade, je dirais, spirituel supérieur, tel qu'il est écrit en fait dans le Coran. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien de rituel. Ceux qui pratiquent l'abattage rituel dans les abattoirs, on les appelle les sacrificateurs. Et même les gens qui sont dans les abattoirs, lorsque c'est les jours d'abattage rituel, ils disent que c'est une boucherie. Il y a quelques photos, bon, j'ai pas mis des photos quand même choc tout ça, mais tu vois, voilà, les animaux qui se font trancher la gorge, je sens qu'ils giclent, voilà. Donc ça, c'est vraiment violent. Et il faut avoir conscience de ça. Il faut vraiment avoir conscience qu'il y a de la souffrance animale, donc ça c'est une chose, mais surtout que la viande, elle est toxique. Et que troisièmement, on n'en a pas besoin pour être en bonne santé. Voilà, donc je ne suis pas un pro, je ne dis pas aux gens de ne pas manger la viande, j'en consomme pas, c'est un choix personnel, c'est un choix qui m'appartient. Donc on peut être aussi en forme et en bonne santé, hein. Moi je vais avoir 50 ans, je suis quand même relativement en forme. Et donc on n'a pas besoin de se nourrir avec de la viande, alors, surtout tous les jours. Tous les jours, et il y a un grand cliché qu'on nous explique souvent, alors peut-être qu'il faut abattre ce mythe, c'est de nous dire qu'il y aurait certaines protéines qu'on ne trouverait que dans la viande. Non, c'est faux. Alors ça, voilà, les protéines, c'est une chaîne d'acides aminés. Il est vrai que dans la viande, tu as les 8 acides aminés et d'autres, mais les 8 acides aminés essentiels qui sont dans la viande. Par contre, ils sont reliés entre eux, et lorsqu'il faut que tu digères la viande, déjà elle est acide, elle produit de l'acidité. D'ailleurs, les carnivores, ils ont un intestin très court, nous on a un intestin long. Ils ont un intestin très court parce que la viande, il ne faut pas qu'elle reste dans tes intestins et tout, parce qu'elle pourrit la viande. D'accord ? Donc il faut savoir aussi que la viande qu'on achète chez des bons bouchers, entre guillemets, eh ben, elle va rester pendant 30 voire 60 jours avant de la consommer. C'est une viande putréfiée qu'on va consommer. Il y a un reportage sur un célèbre boucher à Paris qui se targue d'avoir de la viande noire. Voilà, parce que c'est une viande persillée, qui est bonne au goût, qui est tendre et tout, mais c'est une viande qui est pourrie. Alors peut-être qu'avant on la consommait comme ça, mais déjà avant, nos paysans, ils ne mangeaient pas de viande rouge. Pourquoi ? Parce que les bœufs, ils servaient à labourer les champs. Et aujourd'hui, il y a des tracteurs, tu vois. Donc, tu vois, tout ça, c'est vraiment lié à cette révolution industrielle, à l'industrialisation de la viande, et puis cette maltraitance animale, où aujourd'hui, on est allé beaucoup trop loin pour proposer de la viande à tout le monde, à tous les jours, et à bas prix. Et on a de la viande de partout, les sourcils, Acna, Tartare, tout ça. Là. Tu as voilà, du jambon qu'on mange à outrance. Le jambon, c'est pas rose un jambon. C'est de la viande reconstituée. La couenne, c'est reconstitué aussi. Les steaks hachés, c'est un poison. Je mets vraiment en garde les métanotes sur le steak haché. Le steak haché, même les frères les steaks hachés, en fait, c'est une viande reconstituée. Le steak haché, en fait, ça provient essentiellement des vaches de réforme. C'est-à-dire, c'est des vaches laitières qui, après 5 ans, pendant 5 ans, si tu veux, une vache va donner du lait. Elle va être inséminée tous les ans, parce que le temps de gestation est de 9 mois, comme pour un petit humain. Okay, donc au bout de 9 mois, on va lui retirer le veau pour pomper son lait. D'accord. Le veau, on va l'isoler dans des cages plastiques, on va l'anémier, on va lui donner en fait du lait en poudre, on va le donner, le rendre en manque de fer pour que la viande soit blanche. Et au bout de 6 mois, on va manger son tranche de veau, le foie de veau, etc. On est très gros consommateurs de veau, je crois qu'on en consomme 2 millions par an. Donc pourquoi ? Parce qu'on consomme beaucoup trop de lait. Parce que pour produire du lait, il faut faire un veau. Ok ? Donc il faut que tu consommes quand même le veau, parce que rien ne se perd dans l'industrie, d'accord ?
Donc après tous les abats, tu vas les retrouver aussi dans les animaux, dans les produits pour les animaux. On tue nos animaux aussi. Ils sont malades des reins, les chats, les chiens, etc. Pourquoi? Il y a du glutamate monosodique, tu parlais de ça, pour être bon. Tu vois, les animaux, c'est vraiment... mais dans les abattoirs et dans la viande, rien ne se perd. Tout se transforme. La gélatine de porc, c'est fait pour les bonbons. Hein. Mais quand tu vois les carcasses de porc arriver, t'as pas 3000, moi j'ai ensuite les bonbons qui sortent. Tu vois. Le minerai de viande, c'est quoi exactement? Parce que ça, j'ai entendu parler, c'est de la viande reconstituée, c'est quoi? J'ai entendu que dans l'industrie, ils utilisaient ça, c'est-à-dire que c'était pas vraiment de la viande, ça arrivait sous forme de minerai de viande. On m'a parlé de la viande de gros grains avec un ami qui s'appelle VV, qui a une chaîne YouTube, la chaîne de VV, et je fais quelquefois des interventions avec lui, et c'est un spécialiste des saucisses, tu vois. Ouais. Donc il a remarqué qu'il y avait une viande de gros grains, et il s'est intéressé en se disant, mais qu'est-ce que c'est la viande de gros grains? En fait, même dans les saucisses 100% poulet, par exemple, il faut savoir que c'est pas du poulet, en fait c'est des restes de poulet, c'est des carcasses qui sont passées au jet haute pression, tu vois. Donc tu as tout un amas de peau, de ligaments, déjà en plus la concentration en protéines est nettement plus faible. Hein. Et donc toutes ces restes en fait de poulet, on va les reconstituer, puis mettre un bon glutamate monosodique avec plein de colorants, d'exhausteurs de goût, et les bonnes saucisses, tu vois, j'ai la moutarde, tu vois, et c'est bon en plus, c'est bon au goût. C'est ça qu'il faut, bien sûr que ça nous plaît. C'est voilà, quand tu veux faire crever un rat, la mort au rat, les gens, les rats, ils la bouffent, tu vois. Donc nous, les industriels ont très bien compris ça, on mange la nourriture toxique parce qu'elle est bonne au goût. Et on est devenu addict. Donc pour revenir aux protéines, donc la protéine de viande, c'est vrai qu'elle est complète, donc il y a les acides aminés complets, mais qu'il faut que tu décomposes pour pouvoir les assimiler. Tandis que dans les protéines végétales, que tu trouves dans tous les végétaux, c'est les protéines, tu en trouves dans tous les végétaux. Et dans les fruits aussi. Mais on n'a pas besoin de beaucoup de protéines. Il y a un mythe autour de la protéine, même pour les sportifs. Parce que, pour te donner l'exemple du lait maternel, il n'y a que 6 à 7% de protéines dans le lait maternel. On n'en a pas besoin tant que ça. On en mange beaucoup trop. On mange beaucoup trop de viande, beaucoup trop de protéines. Et la protéine végétale est fantastique parce que, certes, des fois, il n'y a pas tous les acides aminés. Mais tu as des graines de chanvre, tu as le quinoa, avec il y a plein d'acides aminés dans tous ces végétaux, dans les céréales aussi. Donc tu peux mélanger après des végétaux avec des légumineuses. En fait, si tu as une nourriture diversifiée, il ne faut pas tenir une comptabilité. Tu vois, tu ne dois pas tenir une comptabilité pour savoir est-ce que j'ai bien mangé, tant de ça. Non, il ne faut pas réfléchir à ça. Il faut manger de la nourriture saine, diversifiée, à manger à satiété. Parce que quand tu manges cru, quand tu manges du verre, tu as une satiété qui arrive beaucoup plus vite parce que tu mastiques aussi, beaucoup plus. Et on peut manger à sa faim, on est en bien meilleure forme, on est en bien meilleure santé. Mais pour ça, il faut faire une démarche déjà, intellectuelle, il faut se renseigner, il faut s'informer, réapprendre à cuisiner, faire bien ses courses, bien sourcer ses produits et se remettre derrière les fourneaux. Et puis faire cuisiner avec amour aussi. Parce que la cuisine, c'est de l'amour. Ouais. Quand tu cuisines pour quelqu'un, c'est un peu une façon de lui dire « je t'aime », tu vois. Et donc ça, c'est important, de retrouver le goût de cuisiner. Moi, dans ma cuisine, je suis bien. J'ai un environnement qui est propice à ça. J'ai un petit peu de musique, je passe du temps, je fais même la vaisselle, tu vois. J'utilise pas de la vaisselle parce que c'est comme si je nettoyais mes outils, tu vois. Ça me permet de... Mais j'ai du temps, on ne regarde plus la télévision, tu vois. Donc voilà, ça me permet de rester, tu vois, avec ma famille et puis de cuisiner en famille, de partager un repas. Tu en parlais en début d'émission, quoi, ce partage. Ça, c'est très important. En France, on l'a encore un petit peu. Au Québec ou aux États-Unis, ils l'ont pas. En fait, c'est pas culturel chez eux. Les repas de famille, c'est essentiellement pour les fêtes ou pour les anniversaires, etc. Mais le soir, par exemple, c'est chacun devant son écran, tu vois. Alors, c'est l'écran de télé, c'est l'écran de la PlayStation, c'est l'écran de l'ordinateur. On a détruit tout le monde, c'est chacun avec sa petite portion individuelle. Oui, on va dans le frigo, on fait réchauffer son morceau de pizza, tu vois. Donc ça déstructure un petit peu le lien social parce que un repas, déjà, il ne faut pas manger en regardant la télévision. Il faut manger en se parlant, en échangeant. Donc ça, c'est important. On l'a encore en France, il faut le préserver. Et mais la culture anglo-américaine ne pousse pas à ce genre de partage, le partage de la nourriture. Ça, il nous influence en plus avec l'américanisation, c'est les mauvais côtés sur lesquels il nous influence. Encore, là avec l'accord transatlantique qui va arriver,
là tu vas avoir toute la On me viande qui demandait va d'ailleurs arriver, tout à l'heure, etc. c'est en substance pour résumer, mais en gros c'est qu'ils vont ouvrir en gros toutes les frontières. On va ouvrir les frontières entre les États-Unis et l'Europe. Et l'Europe, donc on va se taper le lait hormoné, la viande, etc., bourrée d'hormones, clonée, etc. Mais tout ça, bien sûr, sera le plus légal possible, puisqu'il n'y aura plus de barrières. Oui, et puis on va nous sortir l'argument économique où les sociétés françaises vont pouvoir exporter peut-être les fromages et trucs comme ça. Mais bon. Donc c'est produire plus, moins cher, pour vendre plus, au lieu de produire moins, d'avoir... Moi je suis pour un protectionnisme alimentaire. Je suis vraiment pour protéger en fait le terroir, mais c'est à nous de faire le choix, on peut le faire. Tu vois, acheter français, acheter sur le local, et puis boycotter les choses qui sont néfastes pour nous. Voilà, parce que tout là, simplement. Balayer encore notre industrie, encore pire, parce que finalement, tous ces, par exemple, je sais pas, les producteurs de lait canadiens, on sait qu'ils sont énormes, qu'ils ont des exploitations énormes. Ils ont déjà des problèmes entre eux, parce que c'est un gros producteur de porc aussi, le Canada. Donc il y a beaucoup de production industrielle. Il y a des vaches laitières de 2000 têtes, des fermes de poulets avec des millions de poulets, c'est un truc de malade. Donc tu vas produire plus, moins cher, donc avec des conditions sanitaires qui sont déplorables. Mais ça, tu sais, à un moment donné, on le paye. Tu parlais de la vache folle, des problématiques de la vache folle, la grippe H1N1, la grippe aviaire, etc. Tout vient des animaux, ça vient pas du brocoli, tu vois, de ton jardin. C'est vrai. Mais en plus, ça arrivait alors par le poulet, par le porc, après, enfin, c'est par des viandes très populaires, quoi. Quand tu vois les conditions dans lesquelles les animaux sont élevés, c'est pas étonnant, quoi. Les poulets, il paraît qu'ils sont dans des petites cages, ils ont les becs cassés parce qu'il n'y a plus assez de... Mais c'est les poules pondeuses, tu sais, les poules pondeuses, elles vont pondre quasiment pendant une année. Elles vont vivre dans une cage de 1 mètre carré, elles sont 6 poules, donc ça fait à peu près 9 feuilles à 4 par poule. Elles sont sur des grillages. Elles sont sur des grillages. Donc c'est complètement... c'est complètement immoral. C'est réellement des machines à viande. D'ailleurs, on les appelle comme ça, les porcs aussi, tu vois. Elles ne voient pas le jour en plus. Non, elles ne voient pas le jour, et en plus, elles ont un cycle. Si tu veux, une poule, normalement, notamment l'été, l'hiver, elle pond moins, mais l'été, elle pond quasiment un œuf par jour. Là, en fait, sur un cycle de 24 heures. Donc tu as 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Là, en fait, dans des hangars, en fait, ils font des journées de 12 heures. Ils vont réduire, si tu veux, ils vont alterner, tu vois, l'éclairage, ils vont éteindre. C'est à chaleur constante, donc c'est une puanteur infecte, c'est des cris abominables. Et quand tu rentres là-dedans, tu t'es dégoûté de la nourriture qui en sort. Et surtout que les œufs sont pas bons. Tous les œufs, alors on a la chance aussi en France d'avoir un code, tu sais, sur les œufs, tu as le code 0 et 1, donc les 0 c'est les œufs bio en plein air, donc c'est ceux qu'il faut privilégier. Ensuite les codes 3, c'est vraiment les codes 2, c'est tous les œufs qui sont en fait produits, les œufs en batterie. Mais le problématique, c'est que la poule, elle est ce qu'elle mange. L'œuf, c'est ce que mange la poule. Donc elle a mangé quoi? Du maïs transgénique, du tourte de soja, farine animale, antibiotiques, et ça tu vas le retrouver dans l'œuf, qui est gavé d'oméga 6. Aujourd'hui, on a un gros déséquilibre entre les oméga 6 et les oméga 3. Donc les oméga 6 vont déclencher en fait tout ce qui est inflammatoire. Et toutes les maladies de civilisation viennent parce que notre corps il est trop acidifié et il y a des inflammations. Donc ça provient essentiellement des oméga 6. Donc il faut... Quoi, à l'intérieur, c'est quoi dû à l'acidité. Dû à l'acidité. Donc tout ça, si tu veux, c'est nocif à l'humain. Et c'est pour ça que les œufs que nous consommons aujourd'hui sont très différents des œufs qu'on consommait, qui provenaient de la ferme de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Ouais, des œufs avec des poules qui couraient en liberté, qui pondent... Ouais, qui grattaient la terre, qui mangeaient des pelures de légumes, etc. D'ailleurs, on peut faire un poulailler de façon très simple. Et puis, donc j'encourage les gens qui ont un petit peu de terre ou qui vivent à la campagne. Il y a même des poulaillers en ville aussi. Mais on peut, une poule, ça se nourrit en fait des déchets de la cuisine. Que ce soit, on peut lui donner un petit peu de grains, bien sûr, pour complémenter sa moulée. Et choisir du grain bio. Et là, c'est fantastique. Tu as quasiment un œuf par jour. Voilà, tu as 3-4 poules, et ben, tu as des œufs tous les jours. Que tu peux consommer de façon, si tu veux, normale, c'est pas nocif pour la santé. Donc il faut privilégier les œufs code 0, qui sont effectivement quasiment 2 fois plus chers que les œufs code 3, mais c'est pas du tout la même qualité nutritionnelle.
tu vois. Ouais, C'est important de le dire. Parce que même sur une volaille, très honnêtement, ça se voit énormément quand tu achètes une volaille, tu sais, très industrielle, elle est blanche, elle est livide, alors on te vend un produit alors qui est 3 à 4 fois plus cher, label rouge, la volaille de louer, etc., ou élevée au grain, etc. Bon, moi, tu vois quand même qu'elle a une meilleure tête. Bon, il faut faire attention entre élevé au grain, poulet au grain, parce que tous les poulets mangent du grain. Hein. Tu vois, donc c'est vrai, ça aussi, tu vois, notamment au Québec, ils ont beaucoup de poulet au grain. Mais voilà, donc voilà, il faut privilégier en fait la viande biologique, mais si possible en manger beaucoup moins, parce qu'on n'en a pas besoin. Mais elle a une meilleure tête quand même, l'aspect des poulets industriels. Écoute, j'en consomme plus, mais d'après ce que je me souviens, oui, effectivement. Puis tu as l'os aussi qui se détache complètement. D'accord. Tu veux que je me décale? Non, c'était juste le téléphone. Ok. Donc c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à la source de nos produits, quoi. Il ne faut pas comparer, il y a œuf et œuf, voilà. C'est très différent. Ouais, sur le poulet, voilà. Alors, même le steak haché, on nous demandait, parce que le steak haché, comme tu as dit aux gens, le steak haché était très mauvais, on nous dit même chez le bon boucher du coin, c'est-à-dire le steak qu'il prépare lui-même dans la machine, quoi, en gros. Je ne veux pas me faire les ennemis avec les bouchers, c'est une profession que je respecte, même si je ne consomme pas de viande. Mais bon, je dirais, les bons bouchers, la viande, elle vient tout du même endroit. Pas croire qu'un boucher va voir la viande ou la bête qu'il a tuée, et qu'il a fait tuer, non, ça se passe pas comme ça, quoi. Il y a des marchés aux bestiaux. Toute la viande provient des mêmes endroits, hein, des élevages industriels. Si votre boucher ne vous vend pas de la viande biologique, c'est que c'est une viande qui a été élevée de façon industrielle. Alors c'est vrai que dans les supermarchés, peut-être il y a des approvisionnements ailleurs, mais je pense que c'est la viande française. C'est pas parce que c'est la viande française que c'est la bonne viande. Il y a une grosse différence entre la viande biologique et la viande qui est industrielle. Voilà. Bon, alors, viande biologique, steak même biologique, du boucher, malheureusement. Ouais. Parce que c'est vrai que quand même, il y a une différence de prix assez conséquente quand même entre la viande industrielle et biologique. Mais il faut moins en manger. Ouais, c'est ça. Voilà, il faut vraiment arriver à diminuer très très fortement sa consommation de viande. On peut faire des repas végétariens ou végétaliens qui sont excellents pour la santé, qui sont très bons au goût et qui sont très énergisants. Ouais. Voilà, donc il y a plein de recettes aussi dans mon livre. Tu vois, j'ai pas voulu rendre les gens déprimés et pessimistes. Donc le livre commence noir, il commence très noir, mais il finit par la lumière, tu vois, par l'amour, et puis il finit aussi avec une quarantaine de recettes, à base il n'y a aucun produit animaux dans ces recettes-là, et c'est pour donner, je dirais, des idées aux gens de certains repas, tu vois, des recettes sucrées, salées aussi, il y a de tout, il y a des entrées, des plats et des desserts, donc pour qu'ils essayent de cuisiner autrement, et pour leur donner le goût, je dirais, de cuisiner avec des aliments issus de la nature, des végétaux. Oui, parce que ça, c'est très important, parce que c'est vrai que quand on met comme ça, on exerce tous les problèmes par rapport à l'alimentation, après on est perdu, on n'ose plus rien manger, on se dit finalement je ne peux plus rien manger, alors que c'est... Non, il faut pas devenir parano par rapport à l'alimentation. Il faut s'informer et puis petit à petit changer son mode alimentaire. C'est simple, il y a plein de gens qui sont arrivés à le faire. Par contre, ça prend du temps et il faut y aller progressivement. Mais il ne faut pas se dire du jour au lendemain, non, mais je ne peux plus manger. Et surtout, il faut continuer à se faire plaisir. Il faut qu'on ait dans la semaine ce jour off, tu vois, qui peut où on peut se faire des écarts, mais être conscient que c'est des écarts. Et d'ailleurs, tu vas beaucoup plus l'apprécier. Tu vois, quand tu manges de façon rare, tu vas déguster peut-être ton magnum de glace en allant au cinéma. Puis là, tu vas prendre plaisir à le manger. Tu vas pas t'en manger un tous les soirs chez toi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que tu penses du professeur Bourguignon et de son constat sur la détérioration de la Terre? Je suis fan du couple Bourguignon, bien sûr. C'est un bonheur de l'entendre parler. C'est quelqu'un qui a une connaissance de l'agriculture qui est phénoménale. Je suis très fan aussi de Pierre Rabhi. Oui, Pierre Rabhi aussi, oui. Qui est des paroles pleines de sagesse, quoi. Donc il faut écouter ces gens-là. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec eux, bien sûr. Ouais, vous avez la réponse. On nous dit perso, alors ça c'est par menu, il dit parfois perso j'achète 2 fois
par mois ma viande chez un petit paysan qui élève lui-même ses bêtes. Il les tue seulement quand il a assez de commandes et pour lui-même. On peut aller voir ses animaux, etc. Mais c'est très cher au final et perso, j'aime pas grand-chose en légumes ou autres produits originaux qu'il y a de nos jours. J'ai pas trop le choix. On a toujours le choix. Il ne faut pas dire qu'on n'a pas le choix, on a le choix. On a vraiment le choix. Par contre, permets-moi d'émettre certaines réserves par rapport à un éleveur qui tue lui-même ses animaux, c'est interdit. Ah, il faut passer par les abattoirs. Oui, c'est obligatoire de passer par un abattoir. Et les abattoirs sont face en fait à un gros problème, c'est qu'il y a d'énormes contraintes. Donc au niveau de l'Europe, la réglementation, en plus on a vu qu'elles ne sont pas appliquées, il y a une concentration en fait au niveau des abattoirs. C'est-à-dire qu'il y en a moins, ils sont de plus en plus gros, et en fait les animaux font beaucoup de trajets. Et moi tu sais, je fais beaucoup de routes pour mes conférences, et je croise beaucoup de camions de transport d'animaux. Voilà, mais j'en croise aussi qui viennent de l'étranger. Donc je me demande ce que vient faire un camion roumain en France avec des bêtes qui sont chargées à l'intérieur, tu vois. Donc le transport aussi du bétail, c'est quelque chose qui est absolument immoral, quoi. Oui, c'est aussi le transport du bétail, parce que c'est sur des très longues distances, il paraît les Ils sont de animaux, plus en plus loin. Non, ils boivent pas, ils mangent pas. Ils arrivent, tu sais, beaucoup qu'ils arrivent juste pour marcher, et puis la plupart des cochons, ils n'arrivent même pas à marcher, parce que je te dis, ils sont quand même tellement ankylosés. Et puis il y a un taux de perte assez incroyable dans le transport, je sais pas, il y a beaucoup d'animaux qui meurent apparemment aussi. Ouais. Ben écoute, c'est assez dur pour eux, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de pertes. Je pense pas qu'il y en ait tant que ça, hein, parce qu'il y a un problème de productivité, de rentabilité. Mais quand tu vois ces camions sur la route, tu sais, quand je les double, j'ai toujours vraiment un pincement au cœur, quoi. Parce que c'est des animaux qui vont se faire tuer, et puis c'est quand même des êtres vivants. Faut qu'on ait un minimum de respect. Tu vois, je respecte plus peut-être les chasseurs que quelqu'un qui va au supermarché acheter sa viande en barquette plastique sous blister. Parce que voilà, les chasseurs vont tuer des animaux dans la nature. Voilà, la chasse, on est un prédateur également. Et puis, c'est des animaux surtout qui ont vécu dans la nature. Et tu sais, quand tu meurs dans la nature, c'est pas forcément rigolo aussi. Donc, il y a toujours eu des prédateurs. Hein, l'homme est un prédateur. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des outils performants avec les fusils. Je pense à mes amis québécois, ils ont des fusils aussi à longue portée avec des lunettes pour tuer les caribous. Bon, il y a la chasse sportive que je dénonce, c'est complètement dégueulasse, quoi. Après, il y a des gens qui chassent et qui se nourrissent uniquement de la viande qu'ils chassent. Voilà. Chacun fait son choix en toute conscience. Au Canada, il y a certainement les tribus indiennes qui chassent le morse aussi, tout ça, non? Les Indiens, tu sais, il n'y en a plus beaucoup. Hein, il n'y en a plus beaucoup au Canada. Il n'y en a plus beaucoup. Bon, il y a les Inuits, il y a un gros problème aussi sur les Inuits parce qu'ils commencent à s'industrialiser, donc ils travaillent dans les mines, etc. Et puis ils ont accès donc, au soda, au fast-food et tout, donc ils ont un très très gros problème d'obésité. En une génération, ils sont devenus très très malades. Voilà. C'est pour ça en fait qu'il y a des tribus aujourd'hui, tu parlais des Inuits, ils mangent du phoque, ils mangent beaucoup de poissons crus, très gras. Voilà, bon, ils meurent assez tôt quand même parce que les conditions sont rudes, les hivers sont très très froids. Mais c'est un peuple qui est habitué à manger ce genre de nourriture. Et je pense qu'il faut qu'on mange comme nos ancêtres, enfin comme nos grands-parents au moins, tu vois. On ne va pas manger comme un japonais. Prenons l'exemple du soja, tu vois, bon, c'est aujourd'hui la mode, la mondialisation, etc. Bon, on peut se faire un petit restaurant japonais de temps en temps, etc. Mais on ne mange pas comme un japonais parce qu'on n'a pas les gènes pour digérer aussi leur alimentation. Parce que la mondialisation a beaucoup affecté, tu vois, l'alimentation. Parce qu'on trouve de tout aujourd'hui, de partout. On peut manger de tout dans tous les pays, je dirais, de l'hémisphère nord, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou en Asie. Mais c'est pas normal. Puis les sushis qu'on mange ici, excuse-moi, c'est pas des sushis. Hein. Pour moi, c'est du McDo. Déjà, c'est sucré. Tu as remarqué que dans les sushi shops, etc., bon, sans les citer, il y a peut-être d'autres enseignes, mais c'est en fait le riz il y a du sirop de glucose en fait dans le riz, puisqu'il est devenu sucré. Il est bon, on peut en manger, tu vois. Il faut surtout éviter les restaurants où c'est, tu vois, nos limites, tu vois, où tu peux te resservir tant que tu veux. Donc là, il faut être suspicieux parce que souvent, c'est pas de la bonne qualité. Mais le poisson arrive en vrac, c'est congelé, on ne sait pas d'où ça vient. Alors le poisson aussi, parce qu'il y en a plein qui veulent se rabattre sur le poisson, mais le poisson, il est en train de vider les océans. Et puis avec ce qui est arrivé à Fukushima, je te dis pas, éviter tous les poissons qui viennent du Pacifique. Hein. C'est irradié. Voilà, il faut le dire. Puis les mers sont polluées.
puis voilà, moi je défends aussi Sea Shepherd avec le capitaine Paul Watson, qui défend lui les baleines qui sont en train d'être en voie d'extinction. Parce que les chassent plus les baleines. Ben, les Japonais les chassent encore. Ah, les Japonais, oui, ils chassent les baleines, c'est vrai. Oui, ben, il va justement sur les eaux japonaises pour intercepter en fait tous les. Alors ils disent que c'est pas pour les manger, c'est faire pour des tests. Alors c'est autorisé, tu vois, pour des tests, mais bon, pourquoi on fait des tests aujourd'hui sur les baleines? Tu as vu les animaux que c'est, quoi. C'est majestueux, il faut laisser aussi un petit peu de place aux animaux, quoi. Il faut pas tout vampiriser. On est la race peut-être la plus évoluée sur Terre, on n'est certainement pas la plus intelligente, je pense, au niveau de l'écosystème. Mais on est en train de tuer les espèces à vitesse grand V. Donc on peut être égoïste, hein. Moi à la limite j'ai pas d'enfants, tu vois, après moi le déluge. Mais s'il y en a des enfants, quand même, il faut avoir un minimum de morale et de prise de conscience. Donc on est en train de vider les océans, il faut savoir que le poisson aussi, il y a une très très grosse partie de poissons d'élevage. Alors c'est marrant parce que c'est les poissons qui mangent aussi la farine animale, hein, qui mangent aussi du maïs et tout. C'est fou, hein. Tu les fais bouffer en fait tout ce qui grossit plus vite, donc ils leur donnent à manger. Voilà, donc c'est du poisson d'élevage. On dit élevé en plein air, en pleine mer, oui, mais c'est des grosses cages en fait où les poissons sont les uns sur les autres et tout. Donc évitez le panga aussi. Hein. C'est quoi le panga? Panga, c'est un poisson, tu sais, qui est, je crois que c'est au Vietnam, ou en tout cas c'est en Asie. C'est un poisson qui est très peu cher, mais qui est élevé dans des conditions qui sont complètement insalubres, quoi. Donc il faut éviter ce type de poisson, tous les poissons d'élevage aussi. Comment on reconnaît? Parce que bon, les poissons, l'élevage, apparemment, souvent, voilà, c'est pas. Ça doit être noté. Alors, ce qui est marrant, c'est au Québec, je demandais du poisson sauvage. On m'a dit, mais ça n'existe plus, monsieur, le poisson sauvage, tu vois, que les poissons d'élevage. Alors, c'est soit pêche conscientisée, ou je sais pas, les noms qu'ils ont, etc. Donc, voilà, bon, on peut continuer aussi. Mais alors, il faut savoir qu'on est de plus en plus de monde sur Terre. Qu'on est arrivé à un point limite au niveau de la production des bovins et tout, parce qu'il faut savoir que 75% de la production, par exemple, de maïs, tout ça, c'est fait pour nourrir nos animaux. Donc on est en train de déforester, par exemple, l'Amazonie pour faire pousser des plantations de soja. Même pas pour nous, hein, pour nos animaux. Pour les animaux, tu vois, c'est fortement consommateur en eau. Ah oui, ça a des déchets toxiques. Il y a un rapport qui est incroyable. Pour l'eau, je crois, alors c'est pour un kilo de bœuf, il faut des milliers de litres d'eau. Oui, je crois que j'ai pas les données en tête, mais c'est un rapport qui était incroyable. C'est incroyable. Ça bouffe énormément de ressources. Et surtout, comme je le répète encore une fois, pour une viande qui est toxique. Si encore la viande elle était saine, tu vois, et qu'on en avait besoin à la limite pour survivre, je peux comprendre, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a une solution? Alors, je vais faire l'avocat du diable, je sais la spécialité, mais les insectes, c'est une solution ça? Pour je suis pas prêt à manger les insectes. Je dis ça parce que tu veux manger les insectes. Je dis ça parce que les escargots, les sauterelles, je sais pas, j'ai détecté en fait dans nos chères élites, elles aiment bien nous préparer, et c'est pas la première fois en fait que je vois des reportages sur des nouvelles consommations alimentaires où en gros on nous explique justement la viande c'est terminé, on ne pourra pas tous en manger de façon. Et l'avenir, c'est les insectes. Non, l'avenir, c'est les végétaux. Regarde les terres qu'on a en France. Je sillonne la France. Je vois qu'au niveau rural, il n'y a plus grand-chose. Il y a des fermes qui sont à l'abandon. Il y a des terres aujourd'hui où il n'y a plus grand monde. Les villages se désertifient. On va tous dans les grands centres urbains, en ville, pour payer des loyers exorbitants, pour avoir des frais de transport. Et toutes sortes de choses pour dépenser énormément d'argent pour trouver un emploi. Donc ça c'est vrai que c'est... Pourquoi on ne pousse pas les gens, j'en connais, qui veulent s'établir, qui veulent produire localement, qui veulent, je dirais, retourner dans le monde rural. Et ça je pense qu'il faut encourager ces gens-là. Et puis pour produire localement. Tu vois une petite ferme, tu as une production, mais tu vends aux locaux. Mais il faut que les gens des villes et des villages... Voilà, pousse ces gens-là. Je te parlais de la map, tu vois. Si les gens déjà ne vont plus au supermarché et prennent un abonnement à la map, ils vont avoir toutes les semaines les fruits et les légumes de saison. Alors je t'avoue, des fois tu vois arriver des légumes, tu te dis, oh, mais qu'est-ce que je vais en faire de ça? C'est facile, tu checkes sur internet, il y a une recette, tu essayes, tu manges ce que tu as. Donc voilà, il ne faut pas faire après la fine bouche et le difficile. On ne peut pas manger des tomates toute l'année. Les tomates, ça ne pousse pas toute l'année. Tu vois? Oui, c'est pas naturel de manger. C'est un luxe qu'on se peut. Ouais. C'est un luxe, mais qui n'est pas bon pour notre santé. Voilà. Surtout comment ils cultivent la tomate. Donc il n'y a plus. Ça aussi, on en avait parlé avec
Les bourguignons, ça pousse plus en terre, c'est hors sol. Ouais. C'est hors sol. C'est des gouttes à gouttes, tu vois, c'est un truc. Une espèce de truc. Et il y a 95%, il paraît, de toutes les tomates. Et ça n'a pas de goût. Tu vois une vraie bonne tomate qui sort de la terre, qui a été travaillée avec amour et tout, elle est juteuse, tu vois, elle est vendue lorsqu'elle est à maturation. Et voilà, tu retrouves le goût des vrais aliments. Parce que le goût qu'on nous vend n'est plus du tout le goût. Comme une fois, avant j'ai acheté moi aussi mes légumes au supermarché et tout, tu as ces tomates qui sont dures comme ça, et qui n'ont pas de goût. Qui n'ont pas de goût, tu vois, qui sont même pas rouges, tu vois, le maton rosace, c'est même pas de la tomate. Qu'est-ce que tu prends de plaisir à manger ça? Non, c'est vrai. Pour revenir aux insectes, moi je ne prends pas de plaisir à manger des insectes, je préfère manger, tu vois, de bons légumes et puis voilà, de bonnes préparations. Puis surtout manger beaucoup plus de fruits. On ne mange pas assez de fruits. Ouais. Puis les 5 fruits et légumes par jour, ça aussi, c'est pour se rassurer, pour se donner bonne conscience. Oui, parce qu'ils vendent du Nutella, puis après on te dit, il faut manger. Ouais, et puis bon, tu vends aussi le fruit. Ouais, c'est bon en compote aussi, non, c'est pas bon en compote. Oui, il paraît, oui, les compotes aussi. Ta compote à la limite maison, ok, je veux bien, mais le fruit, ça se mange frais, ça se mange cru, c'est bon, le fruit, en plus c'est sucré. Puis quand tu croques une pomme, tu as tous les sens qui s'éveillent, tu vois. Tu as le bruit, tu as le toucher, tu as l'odeur, tu as le goût. Oui, parce que alors, les pommes, c'est pareil. On en a parlé tout à l'heure, mais juste pour revenir, il paraît que toutes les pommes quasiment sont OGM en fait. On a dit que c'est que des marques déposées Granny. Alors ça, c'est le Codex Alimentarius. Ouais. Ça, c'est une invention en fait qui était post-Deuxième Guerre mondiale, il me semble. Et donc c'est en fait, le Codex Alimentarius va répertorier toutes les catégories en fait, de tomates, de pommes, tout ce qui est légumes, etc. qu'on peut cultiver et qu'on peut vendre. Donc ils ont exclu toutes les races dites les espèces indigènes, tu vois, parce que les tomates, il y en a plusieurs centaines. Ouais, tu vois. Voilà. Donc en fait aujourd'hui ça va devenir interdit de travailler des semences ancestrales. D'ailleurs Cocopelli a un procès par rapport à ça, parce que le principe de Cocopelli c'était que tous les paysans envoient quelques graines pour préserver justement et puis pour revendre aussi à d'autres personnes pour essayer de faire une place de marché, tu vois, où on puisse avoir des graines qui sont ancestrales. Mais surtout des graines qui sont aussi féminisées, c'est-à-dire qu'on peut réexploiter d'une saison sur l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les OGM sont des graines stériles. Oui, on est obligé de racheter les semences. Imagine-toi le paysan qui achète des graines donc, OGM, il est obligé de les acheter tous les ans. Pour les faire pousser, il faut qu'il envoie des pesticides et des engrais. Parce que le concept en fait des OGM, c'est par exemple le Roundup Ready, c'est pour le soja. Donc la graine va pouvoir absorber le pesticide, ça ne va pas le tuer la graine, tu vois. Donc on va pouvoir épandre comme ça des pesticides avec les avions, tu vois, etc. Avant le Roundup, tu ne le mettais pas sur la plante, tu le mettais uniquement sur les mauvaises herbes. Donc là en fait le Roundup, tu l'as à l'intérieur du grain. Et ça tu le bouffes. Et tu bouffes des résidus de gaz de combat quand même. Non, mais je trouve ça énorme. Alors, qu'est-ce que vous me dites sur le chat pour nous... il y a des gens qui parlent de régime sans céréales le matin. Tu vois, tu les as choqués avec le régime de... On a dit que les céréales, c'était très très mauvais le matin. Non, j'ai pas dit que c'est mauvais le matin. Moi, je suis pas un gourou, je suis pas un donneur de leçons. J'ai pas la science infuse, je ne demande pas à ce qu'on me croit sur parole. Je dis juste moi qu'aujourd'hui, le matin, je mange essentiellement des fruits. Voilà, les céréales, c'est pas ce que je digère le mieux. Donc les céréales, on n'a pas de l'énergie immédiate. Il faut savoir qu'on a des réserves de glycogène dans le foie et que ces réserves de glycogène nous servent à dépenser notre énergie. Voilà. Et donc les céréales, c'est pas en mangeant des céréales que tu vas avoir une énergie directement disponible. Il va falloir que tu la digères, etc. Donc tu vas l'avoir 3-4 heures après. Donc le fruit, c'est une énergie qui est immédiatement disponible. Donc je préfère manger le matin parce que ça me met un coup de fouet. D'ailleurs, si tu as un coup de barre, tu vois, au lieu de boire une énergie drink, je sais pas si tu en consommes ou pas, mais voilà, des gens boivent Red Bull, etc. Moi, je préfère manger une pomme. Voilà. Parce qu'une pomme, ça te donne un coup de fouet, ouais. D'accord. Ouais. Donc tu mastiques, déjà ça te réveille, il faut que tu mâches, tu vois. Et puis c'est un goût sucré, c'est un sucre qui n'est pas directement, tu vois, c'est pas un sucre rapide, donc, et puis c'est vraiment un produit naturel. Ton corps le reconnaît, nos ancêtres mangeaient des fruits. Donc tout ça on le reconnaît, on ne reconnaît pas les molécules qu'il y a dans le Red Bull, quoi. Ouais.
En plus, oui, le Red Bull, c'est plein de taurine, etc. On rajoute plein de trucs pour... Mais c'est du sucre aussi. Alors, si ouais. c'est sans sucre, il y a de l'aspartame. C'est la même chose, voilà. Parce que ça aussi, les gens, ils font beaucoup de consommation maintenant de ces boissons énergétiques qui, soi-disant, seraient censées nous speeder, Ben oui. nous redonner un Je coup prends de l'exemple, fouet. c'est comme tu es sur un cheval, en fait, c'est comme si tu donnes une claque au cheval. Qu'est-ce qu'il va faire le cheval? Il va avoir une impulsion. Après, tu as un coup de pompe. Tu nourris pas ton corps avec du Red Bull. C'est une drogue. Voilà. Donc, tout comme toutes les drogues, tu as un coup de fouet, peut-être, ou tu as un coup de fouet, et tu as une descente après. Voilà. Et après, tu as les effets nocifs sur ton corps. Ça, donc pour les amateurs de Red Bull, surtout qu'ils mélangent ça avec de l'alcool souvent, c'est beaucoup la mode, ça aussi. Le Red Bull vodka et compagnie. Ouais, mais après tu peux. Je parle, tu vois, je fais une grosse différence entre la nourriture au quotidien et les petits extras. Si ton kiff c'est de faire une Red Bull vodka quand tu vas en boîte avec tes potes, ben voilà, tu te fais une Red Bull vodka. Mais après, il ne faut pas prendre l'habitude, je dirais, de ce type de produit. Il ne faut pas croire que ça nourrit ton corps. Par contre, si tu te nourris sainement dans la semaine, si tu as une bonne hygiène alimentaire, eh ben, en fait, tu vas pouvoir supporter les excès. Ouais, Donc tu vois, ouais. c'est comme tu contrebalances, voilà, il ne faut pas être extrémiste, tu sais, il y en a qui le sont, je les respecte, et il y en a d'autres qui font un petit peu la part des choses, donc c'est la catégorie dont moi je fais partie. Quoi. Parce qu'on nous dit, alors ça justement, Rogelio, je lui passe le bonjour, il nous dit, malgré l'idée généralement répandue, la base de l'homme n'est pas omnivore et encore moins carnivore. Nos canines quasi inexistantes en témoignent. Alors ouais, l'homme est c'est- herbivore. En fait, c'est le professeur Pierre Martin qui me dit aussi qu'on a des glandes séminales en fait, qui sont la particularité des herbivores, en fait, qui ont une quantité de sperme, c'est pas des testicules. Hein. Donc c'est bien spécifique en fait aux herbivores. Ça permet en fait de pouvoir jeûner et de pouvoir avoir une absence de nourriture et de pouvoir donc survivre comme ça. Et puis les carnivores par exemple n'ont pas ces glandes-là parce qu'un carnivore peut toujours chasser. Peut toujours chasser si tu veux un plus faible que lui, etc. Il faut savoir que nous, en tant qu'être humain, imagine-toi, on essaye de se remémorer, tu vois, allez, on passe du paléolithique, néolithique, etc. Donc on est arrivé sur Terre, on est constitué, on n'a pas de griffes, d'accord, on n'a pas de canine, on n'a pas une mâchoire qui va déchirer la viande. Regarde les chats par exemple. Tous les carnivores, ils ont une mâchoire qui fait comme ça. Nous, en fait, on a une mâchoire, on peut la vriller de droite à gauche. On a des molaires, donc tout ça c'est fait pour mâcher, tu vois. Donc ça c'est la caractéristique aussi des herbivores. C'est vrai qu'on a deux incisives et tout ça, on a deux canines, c'est pour croquer dans les fruits, etc. On n'a pas des dents pointues. Je prends l'exemple dans mes conférences d'une hyène. Donc elle a des dents très pointues, elle mange de la nourriture morte. D'ailleurs nous on se rapproche un peu de la hyène parce qu'on mange de la viande qui est morte aussi, tu vois. Mais la hyène par exemple, tous les carnivores ils ont un intestin qui est très court pour éjecter la viande le plus rapidement possible. Déjà ils viennent de la viande crue, ils mangent la viande crue, ils ne mangent pas la viande cuite. Hein. Et donc on est aussi constitué, si tu veux, au niveau de notre... voilà, on n'a pas de griffes. Je te mets par exemple dans une pièce comme ça fermée avec un lapin, essaye d'attraper le lapin. Si tu y arrives, on la mange ensemble un barbecue, d'accord, tu vois. Donc on n'est pas constitué pour attraper des animaux comme ça. Donc il a fallu qu'on invente des armes, il a fallu qu'on invente toutes sortes de superfuges pour piéger, pour prédater, en fait, pour être un prédateur, pour tuer un animal. Donc on est devenu omnivore dans le temps, on a appris aussi la cuisson, donc on a délégué un petit peu notre système de digestion par rapport grâce à la cuisson. Mais en fait on descend anatomiquement des grands singes évolués. Et quand tu regardes par exemple des grands gorilles, notamment un dos argenté, je prends souvent l'exemple du dos argenté, tu vois, il est costaud un dos argenté, c'est fort. Hein. Qu'est-ce que ça mange? Des écorces, des feuilles, ça mange des fruits, une banane, d'accord. La banane est le fruit qui est physiologiquement le plus adapté à l'humain, il faut savoir. Bon, par contre, on ne trouve pas de partout aussi, hein, si on mange local, tu vois, les bananes, la chance d'avoir. Voilà. Mais bon, donc le gorille va manger essentiellement de l'herbe, il va manger, oui, des petits insectes aussi, comme je disais, peut-être de petits animaux, tu vois, mais essentiellement, il passe sa journée à manger. Okay. Donc nous, c'est vrai qu'on ne passe pas notre journée à manger, tu vois, on n'est plus des singes, mais par contre, voilà, on se rapproche au niveau de notre anatomie. Alors ça peut choquer peut-être certaines personnes qui pensent que oui, on a toujours été chasseurs, cueilleurs, etc. Je veux bien, on ne tuait pas un mammouth tous les jours aussi, tu vois.
Donc il faut voir qu'on vivait dans une autre époque, on ne mangeait pas du tout la même viande, on était super actifs et on était aussi dans un contexte naturel. Aujourd'hui, on ne vit pas du tout à la même époque. Donc les régimes type le régime paléo, ben, ça devrait rester au paléo. À l'époque du paléo, on a évolué quand même. On ne va pas manger comme mangeaient, si tu veux, les hommes de Cro-Magnon, quoi.